Je suis rejoint par mon très cher ami et collègue, quelqu'un qui est très respecté dans le monde entier pour sa profonde compréhension de la géopolitique et des affaires mondiales, telles qu'elles évoluent chaque jour. Ce n'est pas un jour habituel pour enregistrer cette émission, qui sera diffusée très bientôt. Mais quoi qu'il en soit, Parveen Sohani a gentiment accepté de me rejoindre, car des événements se déroulent en Asie occidentale. Ils nous touchent, ils touchent tout le monde, parce qu'ils sont profondément liés au pétrole, aux engrais, à l'hélium, à tout ce dont nous avons besoin chaque jour. Je lui ai donc demandé, il a très gentiment accepté. Lui et moi avons discuté de ce que nous allons faire. Et c'est sa suggestion que j'ai acceptée. Je vous transmettrai, à vous comme à lui, en même temps, des informations que je considère comme très solidement sourcées, très privilégiées, et que vous devriez connaître. À notre audience mondiale, si vous aimez ce que nous faisons, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner dès maintenant. Devenez membre payant. Nous vous enverrons ces informations de grande qualité directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur Substack Transition Protocol et vous recevrez ces informations. Eh bien, les informations qui nous réunissent aujourd'hui, un jour où nous ne nous retrouvons pas habituellement, sont en réalité assez spectaculaires. Et cela intervient dans le contexte de la campagne maximaliste, ou de la rhétorique, ou des vociférations, comme notre autre collègue Pepe Escobar aime les appeler, du bambin, et je dirais même du bambin malveillant, à la Maison-Blanche. Et voici l'information que nous vous apportons. Cela semble sortir d'un film ou d'un roman de James Bond, mais c'est réellement vrai. Ces derniers jours, pour renouer avec l'Iran, le dirigeant des Émirats arabes unis, MBZ, comme le monde entier le connaît, a autorisé le transfert vers Téhéran de 2 tonnes métriques d'or, à bord d'un avion lié à la famille royale. Et ce n'est pas tout. Il a approuvé le transfert de 3 milliards de dollars américains en espèces. Et cela a été transmis à Téhéran. La raison, c'est que MBZ veut réparer ses relations avec l'Iran. MBZ ne veut pas être dans un conflit permanent avec l'Iran. Et d'après notre compréhension, en tant qu'analyste sans intérêt particulier à défendre, nous pensons que MBZ a pris la bonne décision. Parce que jusqu'à présent, il avait pris toutes les mauvaises décisions. Il s'est allié à Israël, il s'est allié aux États-Unis, il s'est allié à l'Inde, et aucun d'entre eux n'est sorti vainqueur de ce conflit récent. Voilà pour une information. Autre information. Au cours de la dernière semaine, la Corée du Nord a transféré à l'Iran, via la Chine, des armements très avancés à longue portée, des missiles à longue portée. La livraison est passée par la Chine. La Chine a ajouté sa propre part, très importante, d'armements transférés à l'Iran. Il s'agit d'armements liés à la guerre électronique, qui se sont révélés extraordinairement efficaces. Le système bavard est devenu si précis qu'il a ciblé M. Trump, le contraignant à quitter Air Force One dans une voiturette, une scène qui a été vue partout dans le monde. Et ce n'est pas tout. Des techniciens militaires pakistanais ont été envoyés à Téhéran pour aider à l'intégration immédiate de cette technologie, de ces armements que le Pakistan maîtrise très bien auprès de Téhéran. Autre information. Chacune de ces informations serait très importante en soi. Mais voici une autre information très importante que notre audience mondiale n'entendra nulle part ailleurs que chez nous. Comme nous l'avons rapporté sur cette chaîne, le guide suprême a pris les commandes. Il s'est entouré de ses propres conseillers. Et l'un des plus importants est Mohsen Rezaei, le général Mohsen Rezaei. C'est désormais le numéro 2 dans la structure du pouvoir en Iran. Et Mohsen Rezaei a pris une décision qui a réglé le conflit. Un conflit majeur au sein de la direction des gardiens de la Révolution,
qui étaient très favorables à la poursuite de la guerre, car ils sont convaincus, vraiment convaincus, que Trump est acculé. Trump a le dos au mur, il est sur la défensive, rien ne marche pour lui. Et ils veulent qu'il parte définitivement. Ils ne voulaient donc pas qu'il y ait de négociations. De l'autre côté, le président Pezeshkian, Ghalibaf, le président du Parlement, et Arakchi, que tout le monde connaît comme le ministre des Affaires étrangères, voulaient donner une chance aux négociations. Les négociations continuent, avec le Pakistan comme principal négociateur et médiateur. Il joue un rôle très important dans tout cela. Alors, les choses ont atteint un point critique. Ils sont allés voir le guide suprême. Le guide suprême a dit « Mohsen est mon homme. Laissez Mohsen prendre une décision. » Mohsen a donc décidé de donner une petite chance aux négociations. Il ne voulait pas mettre fin aux discussions avec M. Trump. C'est une information très importante. Nous avons donc encore, peut-être une semaine, peut-être un peu plus longtemps, peut-être un peu moins, pour que les négociations avancent, et elles passent par Islamabad. L'Iran et le Pakistan sont devenus extraordinairement proches, très proches, à tel point que d'ici 1 ou 2 jours, une délégation très importante, très puissante, composée de M. Ghalibaf et d'Arakchi, va se rendre à Islamabad. Ils seront à la tête d'une délégation de 21 membres, tous des figures importantes de la direction iranienne. Ils auront des entretiens avec toutes les personnes qui comptent au Pakistan, aussi bien les civils que les militaires. Nous sommes informés que des décisions importantes vont être prises, des décisions majeures concernant ce qu'il faut faire vis-à-vis des États-Unis et ce qui doit se passer quant au rôle de l'Iran vis-à-vis du Pakistan, d'Islamabad et de la Turquie. C'est donc quelque chose qu'il faut suivre de très près, et nous allons le suivre. Nous aurons, pour ainsi dire, des yeux à l'intérieur de la salle. Nous transmettrons ces informations à notre public afin qu'il soit au courant dès que les décisions seront prises. C'est donc l'élément clé de l'information pour lequel nous avons estimé qu'il fallait une voix extraordinairement compétente et digne de confiance, comme celle de ma chère amie et collègue Parveen Sohani, pour l'interpréter auprès de notre public international. Merci, Zulfikar, tout d'abord de m'avoir invité dans votre émission et de m'accorder autant de confiance. Et merci beaucoup également d'avoir partagé tous ces renseignements qui sont certainement importants. Maintenant, si vous me le permettez, regardons d'abord la situation dans son ensemble. Ensuite, nous reviendrons sur toutes les questions que vous avez mentionnées. Donc, la situation générale reste la même. Pour les Iraniens, l'objectif principal est de faire partir les forces américaines d'Asie occidentale. Et c'est dans ce contexte que, parallèlement, les Iraniens travaillaient sur cet accord de défense conjoint, qui a été signé le 7 août entre 3 pays très importants, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Donc, leur objectif n'a pas du tout changé. Et le Pakistan est assurément le membre le plus important, aussi bien pour la paix en Asie occidentale que pour faire avancer l'objectif iranien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Iraniens l'ont d'ailleurs déjà reconnu le 17 juin, lorsqu'ils ont appelé leur protocole d'accord le protocole d'accord d'Islamabad. Cela étant dit, voyons ce qui se passe concernant l'Iran, tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Si l'objectif global est donc celui que j'ai mentionné, faire sortir les forces américaines de la région et préparer une architecture de sécurité régionale, alors pour les Iraniens, la diplomatie prime toujours sur la puissance militaire. Je n'en doute pas. Mais ce que les Iraniens ont fait, c'est un remaniement majeur. Et l'autre chose, c'est le remaniement militaire. Ils l'ont aussi annoncé. Ces 2 éléments sont donc extrêmement importants. Et comme vous l'avez justement souligné, le général Mohsen Rezaei
est désormais devenu secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, un poste extrêmement important. Alors pourquoi, selon mon analyse, les Iraniens ont-ils fait cela? Parce que, et on peut voir la panique de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a de la panique de l'autre côté? Parce que récemment, à New York, lors de l'un de ces rassemblements, le président Trump a carrément annoncé que très bientôt, il déclarerait le détroit d'Ormuz territoire américain. Vous voyez, ce ne sont que des rodomontades. Cela n'a aucune base juridique. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, deux grandes puissances du monde multipolaire, la Chine et la Russie, ont soutenu l'Iran sur le fait qu'il s'agit d'une voie maritime internationale, destinée à un usage international. Il n'y a donc aucun doute là-dessus. Mais cela montre l'ampleur de la panique. Et cette panique est justifiée. Pourquoi est-elle justifiée? Parce qu'il est maintenant très clair qu'avant de commencer la guerre aux côtés des Israéliens, les Américains n'ont jamais vérifié leur stock militaire. Or, c'est toujours une chose élémentaire à faire avant de commencer une guerre. Qu'il s'agisse d'une guerre limitée, d'une guerre éclair, d'une guerre d'usure, peu importe ce que vous envisagez. Il y a deux choses fondamentales à faire. La première chose, c'est l'évaluation de la guerre. Cela n'a pas été fait. Ensuite, la deuxième, c'est de vérifier votre inventaire de guerre pour voir s'il correspond à votre objectif. Mais l'objectif lui-même était très absurde si on se place du point de vue américain et non du point de vue israélien. Mais je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là. Donc ces deux choses n'ont pas été faites et les conséquences sont visibles pour tout le monde. Et ce n'est pas tout. À mon avis, une chose très désastreuse pour l'armée américaine, c'est que le commandant de l'US CENTCOM, l'amiral Cooper, semble publiquement, en quelque sorte, dire ou faire passer le message que regardez, il faut se battre. C'est un agenda israélien. Enfin, quelle que soit son évaluation, il est censé la transmettre au président des chefs d'état-major interarmés et ne pas faire ce genre de fuite pour dire « Regardez, nous devons nous battre ». Et ce que cela montre, c'est que, quoi qu'il en soit, le commandant du CENTCOM est directement intégré aux Israéliens. C'est très regrettable à un moment où la guerre est en cours. Et c'est une guerre aux conséquences très importantes pour les Américains. Concernant les Iraniens, aujourd'hui, ils ont accompli deux choses. Je parle du point de vue militaire, et c'est pour cela qu'ils ont annoncé ce remaniement. Ils l'ont fait et ils l'ont annoncé. Les deux grandes avancées sont qu'ils ont obtenu la domination par les missiles et qu'ils ont raccourci la chaîne de destruction nécessaire à cette domination par les missiles. Quand je parle de domination par les missiles, je parle des missiles iraniens, qui sont des missiles hypersoniques. Cela veut dire qu'on parle de vitesse de Mach 5, peut-être Mach 10. On parle de missiles qui changent de trajectoire. On parle de missiles qui échappent au système de défense aérienne. C'est de cela qu'on parle. Et c'est là que vos informations entrent aussi en jeu. Peut-être la Corée du Nord. Mais selon moi, au-delà de la Corée du Nord, les Iraniens peuvent faire énormément de choses eux-mêmes. Les Iraniens sont des gens extrêmement intelligents. Ils ont l'expertise et ils ont eu le temps, beaucoup de temps. Donc toutes ces choses-là, ils peuvent les faire eux-mêmes. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et c'est là que les Chinois interviennent, c'est le système chinois Beidou, auquel vous avez fait allusion. That is the Chinese Beidou system that you alluded to. Now, Beidou system has two aspects. Aujourd'hui, le système Beidou comporte deux volets. Le premier, c'est ce qu'on appelle la constellation de satellites Beidou 3. Le second, extrêmement important pour la précision des missiles, c'est le système de satellites d'augmentation Yaogan. Ce système fonctionne à une altitude de 900 à 1200 km. Et les Chinois disposent maintenant de quelque chose de très unique. Les signaux de ce système satellitaire Yaogan sont très puissants et ne peuvent pas être neutralisés.
Vous savez, la guerre électronique américaine ou israélienne ne fonctionnera pas contre lui, pas plus que les cyberattaques. Autrement dit, ils sont en mesure d'assurer une précision à longue portée aux missiles iraniens. Ce sont donc deux éléments majeurs. Et même les commandants des gardiens de la Révolution ont déclaré ouvertement que désormais, ils passent d'une stratégie défensive à une stratégie offensive. Ce qui devrait être très évident pour les Américains, pour l'armée américaine, c'est que leur blocus naval constitue en réalité leur grande vulnérabilité. Car instaurer un blocus naval, c'est un acte de guerre. C'est simplement que les Iraniens, qui accordent de l'importance à la diplomatie, ne le considéraient pas comme un acte de guerre jusqu'à présent. Mais ils en ont la capacité, comme je l'ai dit, grâce à leur supériorité en matière de missiles. Ils pourraient peut-être détruire. S'ils détruisent un ou deux grands navires de l'US Navy qui appliquent ce blocus, ce sera un gros problème pour la marine américaine et pour son prestige. Son prestige mondial en sera affecté. Donc en ce qui concerne les Iraniens aujourd'hui, ils couvrent l'ensemble de la mer Méditerranée. En ce qui concerne l'océan Indien, ils couvrent en fait Diego Garcia, qui se trouve à 4000 km de l'Iran. C'est la couverture dont ils disposent en matière de missiles et de drones. Donc, une fois qu'on comprend l'ampleur de leurs capacités militaires, des capacités que les Américains n'ont pas aujourd'hui, le rôle d'Islamabad devient très évident. Islamabad est le Pakistan est le seul pays aujourd'hui qui puisse contacter le président Trump et lui expliquer toutes ces choses. Peut-être que le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, pourra le faire. C'est quelque chose que les propres commandants militaires serviles de Trump n'oseront pas dire au président. Certainement pas Pete Hegseth. Pete Hegseth essaie même de dissimuler le grand désastre qui s'est produit sur l'Abraham Lincoln. Il y a eu des cas de suicide là-bas. Il le cache. Il donne ses propres explications qui n'ont tout simplement aucun sens. Parce que lorsqu'un porte-avions reste en mer aussi longtemps, vous voyez, il y a des problèmes. Il y a des pénuries de nourriture. Il y a tellement de choses. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous avez 5000 personnes à bord. C'est un gros problème. Et c'est aussi une vulnérabilité. Donc vous savez, ce sera en quelque sorte à Islamabad de prendre contact. Et les Iraniens en sont conscients. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez justement souligné, une importante délégation iranienne, d'environ 21 membres, comprenant Kalibaf et Arakchi, se rendra bientôt à Islamabad pour des discussions plus approfondies. Les discussions plus approfondies portent sur l'architecture de sécurité régionale. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de diplomatie. Il s'agit de faire comprendre à Trump que, regardez, tout cela ne marchera pas. Vos fanfaronnades ne dépassent pas, vous savez, les côtes de l'Amérique. Personne n'en a cure, et certainement pas les Iraniens. Les Iraniens ont gagné cette guerre. C'est clair pour tout le monde. Voilà donc où en sont les choses, globalement. Maintenant, en ce qui concerne les Émirats arabes unis, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En fait, je peux même dire qu'il y a deux bonnes nouvelles. L'une venant des Émirats arabes unis, l'autre d'Arabie saoudite. La nouvelle, en provenance des Émirats, c'est qu'ils semblent réaliser progressivement que toute cette proximité avec les Israéliens, avec les Américains, la signature des accords d'Abraham et les nombreux investissements qu'ils ont faits en Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils se rendent donc compte que le plus important, c'est que nous devons faire la paix. Nous devons prendre part à la paix et non à la guerre. Ils s'en rendent compte parce que les enjeux sont très élevés pour eux. C'est un pays qui dépend uniquement d'usines de dessalement pour son eau. C'est un pays où la nourriture vient de l'extérieur, par ce corridor alimentaire vert, vous savez, qu'ils ont créé. Ce corridor terrestre part du port de Salalah
à Oman. Ils commencent là-bas, puis arrivent ici, aux Émirats arabes unis, au port de Fujairah. C'est ainsi que la nourriture arrive. Ils en sont conscients, et ils sont également conscients des investissements qui sont là, dans l'intelligence artificielle. Ils sont conscients de cette réalité démographique. Les Émiratis sont à peine 1 million et 10 millions de personnes viennent de l'extérieur. Si la nourriture n'arrive plus, si l'eau n'est pas disponible, ils partiront tous. De même, les Saoudiens ont eux aussi très bien compris les choses. Regardez, l'Arabie saoudite essayait de maintenir un équilibre entre l'Amérique, son appartenance aux BRICS et ses relations avec la Chine. C'est ce qu'elle faisait. Si vous vous souvenez, en novembre 2025, le prince Salman avait effectué une visite très médiatisée à la Maison-Blanche. Et là, il avait annoncé que les Saoudiens allaient investir aux États-Unis. Ils allaient y investir 600 milliards de dollars. Et à ce moment-là, le président Trump avait dit « Faites-en 1000 milliards ». Les investissements saoudiens qui doivent être réalisés là-bas. Et en ce qui concerne Trump, il comprend très bien l'argent, donc il comprend ce qui est en jeu. C'est pour cette raison qu'une autre information est tombée récemment. Les Saoudiens aussi, le prince Salman lui-même, s'est entretenu avec le président Trump. Et la raison, c'est de dire au président Trump que tous vos investissements disparaîtront, que rien ne viendra. En fait, à un moment, il a même été question, lorsqu'il était à la Maison-Blanche, d'acheter des F-35, ce qui bien sûr ne se fera pas. Mais les investissements, c'est une chose très importante pour les Américains. Il est donc en position de dire au président Trump « Arrêtez tout ce battage selon lequel le détroit d'Ormuz serait désormais un territoire américain. Cela n'a aucun sens. Quand on met tous ces éléments bout à bout, il me semble que la situation générale évolue clairement vers une architecture de sécurité régionale. Et nous en avons déjà parlé. L'un des éléments centraux, c'est l'accord de défense conjoint signé le 7 août. Et il ne fait aucun doute que, non seulement durant la crise dont nous parlons, mais aussi au-delà de cette crise, les Pakistanais auront un rôle majeur à jouer. Les Iraniens sont des gens avisés, qui sont conscients de tout cela. Voilà comment je vois la situation, Zulfikar. Formidable résumé, formidable analyse, formidable décryptage, approfondi, pour une audience mondiale, présente partout dans le monde, traduit en 14 langues. Praveen, je vous suis très reconnaissant d'être là pour faire cela. J'ai oublié de mentionner qu'il y a eu un deuxième appel téléphonique. Praveen, je ne sais pas si nous l'avons précisé ou non, nous avons rapporté sur cette chaîne, il y a peut-être une semaine, qu'il y avait eu un appel lorsque cette énorme attaque massive devait avoir lieu. Le prince Salman a appelé et a dit « Non, vous n'allez pas faire ça ». Et il a écouté. Il a renoncé. Donc juste hier, il y a eu un appel, Praveen. Juste hier. Et lors de ce deuxième appel, selon nos informations que nous estimons totalement fiables et solidement sourcées, le prince Salman a dit « Premièrement, vous n'utiliserez pas la base aérienne Prince Sultan pour lancer quelque action agressive que ce soit contre qui que ce soit, B, vous n'allez pas utiliser notre espace aérien pour attaquer l'Iran. Point final. De très grandes choses se passent du côté de l'Arabie saoudite, parce que jusqu'à présent, l'Arabie saoudite n'était qu'un larbin. Je veux dire, tout ce que voulaient les États-Unis, l'Arabie saoudite le faisait. Je veux dire, il y a même eu une fois, il y a longtemps, où ils ont fermé leur espace aérien. Donc c'est une excellente nouvelle. Je suis ravi d'entendre toutes ces informations et j'espère que cela poussera le gamin malfaisant, je vais l'appeler un gamin malfaisant, à la Maison-Blanche, à retourner dans son bac à sable et à y rester. Est-ce qu'il le fera ou pas? Vous savez, vous et moi, on peut jouer ça à pile ou face et peut-être décider comme ça. Vous savez,
Je suis entièrement d'accord avec vous. Le prince Salman aurait dit au président Trump ces trois choses. Vous ne serez pas autorisé à utiliser les bases saoudiennes, les infrastructures saoudiennes, ni l'espace aérien saoudien. Cela ne fait aucun doute. Et puis vous voyez en ce qui concerne Trump, quand il se met dans cet état d'esprit et commence à dire « c'est mon territoire maintenant, le détroit d'Ormuz », il subit aussi d'autres pressions. Il recevrait une évaluation du chef des chefs d'état-major interarmés, lui disant « Écoutez, même les Iraniens n'ont pas encore montré certaines de leurs capacités propres à Ormuz. Et parmi ces capacités, il y a les sous-marins de poche. » Voilà les sous-marins que les Iraniens ont obtenus de la Corée du Nord. Et je ne doute pas que les Nord-Coréens leur aient aussi fourni la technologie. Ils sont donc idéaux pour opérer dans les eaux peu profondes du Golfe Persique. Et ils peuvent utiliser aussi bien des missiles que des torpilles. Les Iraniens disposent également de drones sous-marins silencieux, indétectables par sonar. Et puis, n'oubliez pas non plus que s'agissant de Trump, tout son projet de dôme d'or, qu'il essayait de faire adopter, vous savez, et pour lequel il avait demandé 1500 milliards de dollars. Le rôle clé là-dedans revenait à la force spatiale américaine, n'est-ce pas? Et récemment, on a appris que le commandant de la force spatiale ici a déclaré « Je ne m'attends pas à ce qu'un financement arrive. » D'où viendrait ce financement? Parce que cet argent est utilisé ici, dans cette guerre. Une guerre que l'Amérique ne peut pas gagner. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on met toutes ces choses ensemble, mais pour moi, la chose la plus décevante, laissez-moi vous le dire, d'un point de vue militaire, ce sont les communications qui viennent du commandement central américain, disant que nous devons poursuivre les opérations. Parce que c'est ce qu'on appelle une rupture de la chaîne de commandement. Cela signifie que le commandement n'est absolument pas aligné avec le chef du comité des chefs d'état-major, l'homme qui est globalement responsable de l'armée. Ce sont donc des choses très sérieuses. Vous voyez, quand on met tous ces éléments bout à bout, on comprend que quelque chose d'énorme est en train de se produire. Non seulement la pérennité de l'Empire américain est en jeu. Le rêve des néoconservateurs, qui a commencé dans les années 90 et qui ont semé le chaos à travers le monde. Vous savez, au nom de l'action humanitaire, parce qu'une aide était nécessaire, ou au nom de la démocratie libérale, tout cela prendra fin aussi. Quelque chose, vous voyez, qui a commencé après la guerre du Vietnam, quand ces néoconservateurs sont devenus de plus en plus puissants, prendra fin lui aussi avec le déclin de l'Empire américain. Nous sommes donc face à quelque chose de très grand. Et les Américains sont aussi en train de perdre la guerre en Ukraine. C'est aussi la guerre américaine là-bas, par procuration. Qu'est-ce que l'OTAN? L'OTAN, c'est l'Amérique. C'est l'armée américaine. Il y a un gros problème. Cet homme, Zelensky, le président Zelensky, dit ouvertement « Je ne reçois qu'un dixième des missiles qui étaient censés m'être livrés, les Patriots. » Donc, lui aussi est en grande difficulté. Je ne sais pas combien de temps il pourra continuer cette guerre là-bas, et ce sera la fin de l'OTAN. Alors, Zulfikar, le point, c'est que dans cette guerre, la manière dont elle évolue, le Pakistan est un acteur clé. Il ne devrait y avoir absolument aucun doute là-dessus. Parce que le plus haut responsable militaire pakistanais est la personne clé qui peut communiquer directement avec le président Trump et lui donner un avis indépendant. Cet avis indépendant, Trump ne l'obtiendra pas de Pete Hegseth, qui tout simplement ne comprend pas la guerre. Il ne devrait y avoir aucun doute là-dessus. Et il ne viendra certainement pas non plus du général Kane. Le général Kane connaît des choses, mais il suivra la chaîne de commandement. Il ne dira rien qui aille à l'encontre de Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la guerre. Donc, il y a un gros problème, Zulfikar. Voilà où en sont les Américains.
That is where the Well, Americans are. let me share with you something more troubling in that light. Permettez-moi Praveen, de vous faire part de quelque chose de for sure, plus and health inquiétant à la lumière is de on cela, point Parveen. as always. Et bien sûr, votre Because I have analyse est some comme insight toujours into tout à what's fait going on juste, between Pakistan parce and que j'ai une Iran, certaine idée leadership de ce talks qui and se all of passe that. entre le Pakistan et l'Iran, des discussions entre les dirigeants Ghalibaf. et tout cela. And Ghalibaf et le général General Rezaei ont Rezai demandé à Hassim requested Munir de ne pas, je dis bien de ne pas, parler à Trump à ce stade. I say not. Je veux You dire, talk to Trump pendant les at this négociations point. qui avaient lieu Even during entre the Mohsen negotiations that are Rezaei, taking place les between dirigeants Mohsen civils et les Rezai gardiens de la and révolution. civilian Et leaders bien in the sûr, IRGC. Hassim Munir faisait And, partie de tout cela. and of course, Donc Hassim l'une des Munir demandes was était, part of all s'il vous that. plaît, So ne he parlez was pas à Trump. one of the requests was that please don't talk to Trump. Let us see what we can accomplish. Voyons d'abord ce que nous pouvons accomplir sur le plan diplomatique. C'est-à-dire, vous savez, parler à d'autres personnes comme Trump, J.D. Vance et son entourage, et ainsi de suite, parce qu'ils considèrent tous Trump comme totalement imprévisible. Il dit une chose et 5 minutes plus tard, vous savez, il l'a oublié. Il voulait donc d'abord établir les règles du jeu entre les personnes qui seraient chargées d'appliquer, vous savez, quel que soit l'accord conclu. Donc oui, vous avez raison. Hassim Munir peut décrocher son téléphone et appeler Trump. Nous le savons, et l'inverse est vrai aussi. Mais en ce moment, les discussions, d'après ce qu'on m'a expliqué, ne sont même pas encore au niveau des ministres, comme le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Araghchi côté iranien, et Marco Rubio. Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Les discussions ne se font pas seulement avec des clones comme Jared Kushner, heureusement, et Witkoff, mais aussi par les canaux diplomatiques, pour régler les réalités sur le terrain. Et on s'attend à ce que cela monte en niveau et qu'il fasse comprendre à Trump, « Vous avez perdu cette guerre, mec. Foutez le camp d'ici avant d'en être chassé. » Maintenant, compte tenu de cette réalité, vous savez, je vous donne des informations très bien sourcées depuis le terrain. Praveen, vous êtes un analyste extraordinairement compétent. Selon vous, comment ça va-t-il se terminer? Vous voyez, en ce qui concerne cette guerre, la seule façon d'y mettre fin, c'est que le président Trump et les dirigeants américains viennent parler avec les Iraniens selon les conditions iraniennes. Et les conditions iraniennes ont été énoncées dans le protocole d'accord. Aujourd'hui, ils se montrent très fermes sur certains points. Ces points sont les suivants. Lever le blocus naval, supprimer toutes les sanctions contre nous, nous laisser exporter notre pétrole, notre gaz, nos pétrodollars et retirer vos forces de la région. Peut-être pouvez-vous le faire de manière progressive. Car même pour cet accord de défense conjoint, afin de le mettre véritablement en œuvre, il faudra encore davantage de discussions. Vous savez, il y a certains détails dont nous pourrons peut-être parler une autre fois. Beaucoup de choses doivent encore être précisées. Ils proposeront donc peut-être aux Américains l'option suivante. Vous vous retirez d'ici, de manière progressive, puis on met les Israéliens sous contrôle, ce que Trump ne peut pas faire. C'est donc quelque chose que, à un moment donné, les Iraniens et l'accord de défense conjoint devront prendre en charge. C'est l'un des aspects de ce dont je parlais, la dissuasion collective. Ensuite, ils parleront aussi des réparations de guerre. Là, ils pourront peut-être trouver un compromis. Vous voyez, mais il y a les avoirs gelés. Et là, sur le point que vous avez soulevé plus tôt, les Émirats arabes unis ont déjà fait quelque chose. Environ 2 tonnes d'or ont été envoyées, ainsi que 3 milliards en liquide. Vous voyez, si tous les pays du CCG se rassemblent, alors le cadre de sécurité régionale, d'un côté, suit un calendrier. Et de l'autre, les BRICS se consolident aussi. Car rappelons-le, l'Arabie saoudite comme les Émirats arabes unis sont membres à part entière des BRICS. Cela se renforce donc également. Ce que cela signifie, c'est que les BRICS sont une institution très importante du nouvel ordre mondial dont nous parlons.
Et ce renforcement place aussi Islamabad, le Pakistan, dans une très bonne position dans ce nouvel ordre mondial. Tous ces éléments sont là, Zulfikar. Quand on les met ensemble, le tableau devient très clair. Les Américains n'ont d'autre choix que de venir commencer à discuter. No option but to come and start talking. J'ai une précision supplémentaire que j'aurais peut-être dû apporter plus tôt. Peut-être que je l'ai fait lors de notre dernière conversation. Les Iraniens sont disposés à faire des concessions. Enfin, pas à faire des concessions, à assouplir un peu leur position sur 2 de leurs 6 points. Le premier, vous venez d'y faire allusion. Bon, d'accord, nous parlerons des réparations, nous parlerons de ça. Mais au moins, vous pouvez commencer à mettre en œuvre le reste, et nous pouvons commencer à rouvrir le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Les Iraniens ont aussi, enfin, c'est ce que je comprends et ce que je pense, d'après ce que j'ai entendu, dit très bien, monsieur. En ce qui concerne Israël, nous savons que vous n'êtes pas les patrons. Ce sont eux, les patrons. Donc nous n'exigerons pas que vous demandiez à quelqu'un qui vous commande réellement de se comporter autrement. Nous voulons simplement que vous cessiez d'aider Israël. Après votre départ d'ici, nous nous en chargerons. Je veux dire, c'est énorme, vraiment énorme. Parveen, qu'en pensez-vous? Moi, j'y vois l'Iran, vous savez, lançant certains de ses missiles à longue portée récemment acquis sur Tel Aviv, avec des effets dévastateurs. Vous voyez, en ce qui concerne Netanyahou, son propre avenir est aussi personnellement en jeu. Donc je ne pense pas que Netanyahou arrêtera la guerre. Et en ce qui concerne les Israéliens, nous en avons parlé tellement de fois, et tant d'analystes l'ont dit. Leur influence sur le Congrès américain est suffisamment forte. C'est pour toutes ces raisons que même Brad Cooper, le général-amiral Brad Cooper, reprend lui aussi le langage de Tzahal, le langage israélien. Donc ces sionistes devront être traités ou pris en charge séparément. C'est quelque chose qui se produira après que les questions entre l'Iran et l'Amérique auront été réglées, parce qu'Israël prendra du temps. Selon mon évaluation, cela ne se terminera pas de sitôt, mais ce sera une question secondaire. La préoccupation essentielle, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz au monde. C'est la préoccupation essentielle de l'Amérique. Et leur préoccupation essentielle, à eux, les Iraniens, c'est que ces gens quittent l'Asie occidentale. C'est l'évaluation de Mohsen Rezaei, telle qu'elle a été communiquée à Asim Mounir ces derniers jours. Ne vous inquiétez pas d'Israël. Notre exigence, c'est que vous ne les aidiez pas. C'est ce que nous voulons que vous acceptiez. Et nous nous occuperons d'eux. Je vous cite les termes exacts, d'après une source extrêmement privilégiée. Nous nous occuperons d'eux. Ils ont tellement confiance en eux. Nous avons donc couvert beaucoup de terrain. Et je vous suis vraiment profondément reconnaissant, profondément honoré que vous ayez accepté ma demande de venir à un moment où vous devriez vous reposer. Aujourd'hui, c'est samedi, et c'est peut-être le jour de l'indépendance en Inde. C'était aujourd'hui le jour de l'indépendance au Pakistan. Évidemment, je suis ici aux États-Unis, donc je m'excuse d'avoir empiété sur votre jour férié de l'indépendance et un samedi. Mais c'est tellement important. J'ai vécu la guerre du Vietnam. J'étais un jeune étudiant, très opposé à la guerre, et ainsi de suite. Je veux dire, j'ai vu tout cela, et maintenant je vois ceci. Et je considère que ceci est plus important pour le monde. C'est pour cette raison que je me suis senti obligé de vous inviter et de vous demander d'analyser cela pour notre public. Ce sera vu par des gens partout dans le monde, des milliers et des milliers de personnes, et dans toutes les langues. Alors, Parveen, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici et de faire cette formidable analyse que vous faites. Je vais vous laisser le dernier mot avant de conclure. Je demande simplement à notre public, partout dans le monde, si vous aimez ce que nous faisons, merci de vous abonner, de cliquer sur le bouton « J'aime » et de devenir membre payant.
Allez sur Substack, sous le même nom, Transition Protocol. C'est un très petit montant, $5 par mois. Nous vous enverrons du contenu de qualité comme celui-ci, 2 fois par semaine, directement dans votre boîte mail. Alors, s'il vous plaît, faites-le si vous aimez ce que nous faisons. Alors, allez-y, Parveen. Dites le dernier mot, s'il vous plaît. So go ahead, Praveen, say the last word, please. Yeah, so the concluding line Oui. has to be Donc, la conclusion doit être que le fait que le président Trump parle de s'approprier ce territoire américain, le détroit d'Ormuz, montre l'ampleur de la panique. extent of panic. La panique s'est installée parce qu'il n'y a aucune réflexion stratégique en cours. Aucune. Vraiment. It all going Ce n'était que de la tactique. Et cette tactique a explosé en vol. Et l'Iran a toutes les cartes en main. Et l'Iran ne peut agir qu'avec le Pakistan à ses côtés. Iran can only Le Pakistan est devenu extrêmement important. Et le monde entier le remarque. become extremely Et pour finir, Zulfikar, je suis disponible quand tu veux. Ce n'est pas un problème. Si tu m'envoies un message, je viendrai dans ton émission. not a big deal. If you send a message, I'll come on your show. You're so kind. You're so kind. Vous êtes vraiment, vraiment gentil. Je voudrais simplement ajouter un commentaire à ce que vous venez de dire. J'ai bien sûr soutenu cela. Vous savez, Pepe Escobar, qui est l'un de nos membres fondateurs, a voyagé partout dans le monde et il est lui aussi très respecté. Il parlait exactement de la même chose que vous. Il n'y a pas de plan stratégique. Quelqu'un lui avait demandé, ou nous avait demandé, quel est le plan B? Et il a répondu, il n'y a pas de plan A. Oubliez le plan B. Il n'y a jamais eu de plan A. Nous sommes donc face à une situation où il n'y a jamais eu de plan A. Oui, c'est exact. Yeah, that's correct. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. I'm just shocked. I'm absolutely shocked at Je suis tout simplement choqué, absolument choqué de voir comment on en est arrivé là. Je l'ai peut-être dit dans cette émission ou dans une autre à laquelle nous avons participé. On m'a invité à jouer un rôle très important au sein des forces armées des États-Unis, en raison de mon parcours, et ainsi de suite. J'ai passé 5 ans sur la base aérienne de Wright-Patterson, et j'ai été l'un des principaux développeurs du programme F-15, le F-15. À l'époque, c'était de très loin le programme le plus avancé, et nous avions fait énormément de planification. Et là, nous ne voyons rien. C'est le déclin d'un empire. Merci Praveen, merci beaucoup, et je vous reste profondément reconnaissant. Merci monsieur. And I remain deeply grateful to you. Thank you, sir. Thank you. Merci, Zulfikar. Merci beaucoup. Salut. Bye.